Après sa formation à l'École supérieure de danse du Québec, Sophie Corriveau a dansé pour le Theatre Ballet of Canada avant de se joindre à Montréal Danse. Elle y a notamment rencontré les chorégraphes Natsu Nakajima, Paul-André Fortier, Daniel Léveillé, Françoise Sullivan et James Koudelka, avec qui elle a par la suite collaboré. À titre d'interprète indépendante, Sophie a participé, entre autres, aux créations de Jean-Pierre Perrault, Louise Bédard, Sylvain Aymar et Harold Réaume. Elle enseigne présentement à l'École de danse contemporaine de Montréal, en plus d'être répétitrice pour Daniel Léveillé Danse et le Carré des Lombes. Aline Apostolska rencontre Sophie Corriveau. Alors c'est l'occasion de faire, chère Sophie, le tour de votre vie et de voir, comme traditionnellement dans les visages de la danse, comment votre vie en fait a fait de vous la danseuse et l'artiste complète que vous êtes. Oui. Alors vous êtes née à Québec le 16 mai 1963. Vous êtes la 8e d'une famille de 10 enfants, en nombreuses familles. Vous êtes la 8e et l'aînée de celles qu'on appelait les 3 petites, les 3 dernières. Oui, parce que dans ma famille, il y a eu les 2 premiers, c'est 2 garçons, ensuite 2 filles, 3 garçons et 3 filles, les 3 petites. Alors votre père, en fait, avait été bénédictin dans sa jeunesse et... Il a été apprenti bénédictin. D'accord, pendant donc 6 en mois, fait, il il a s'est essayé. sauvé avant que ce soit... Oui. Et en tout cas, il est revenu de cette vocation pour fonder une grande famille. Il était notaire, en fait. C'est son métier. Oui, il a pratiqué comme notaire pendant, je ne sais pas combien d'années, mais toute sa carrière. Là. Oui. Quel était votre rapport plutôt avec lui? Mon père, dans la famille, ça a toujours été, c'était aussi dans cette génération-là, une figure d'autorité, aussi c'est lui qui nous guidait un petit peu dans ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Puis, c'est quelqu'un qui me faisait un peu peur quand j'étais plus jeune, parce qu'il y avait son côté autoritaire, mais en même temps, c'est quelqu'un que je découvrais de plus en plus, puis surtout les années adultes, comment son amour pour chacun de nous, puis il était comme ça parce qu'il avait cette autorité-là, parce que c'était dans la tradition aussi de ces générations-là, mais parce qu'il voulait aussi bien nous élever. Il voulait nous inculquer des valeurs qui étaient très importantes pour lui. Et il voulait qu'on fasse une bonne vie. Les valeurs qui étaient pour lui l'honnêteté, le respect, le respect des adultes. En tout cas, quand 13 enfants, là, c'était vraiment le respect des adultes, l'honnêteté, le travail. Le travail de vraiment travailler pour quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit pour... je ne sais pas trop, là, en tout cas, c'était vraiment... En tout cas, des valeurs de travail, c'est déjà pas rien, puis on en a beaucoup besoin quand on se lance dans une carrière artistique. Et beaucoup de discipline quand on se lance dans une carrière de danseuse, en fait. Oui. Et vos rapports avec votre nombreuse fratrie, c'était des rapports qui étaient harmonieux. Comment on fait pour trouver sa place dans une aussi grande fratrie? Ouais. Mais j'adorais ça. Mon enfance, c'était ma famille parce que comme on était 10, il y avait toujours de l'action. Puis comme j'étais dans les plus jeunes aussi, la 8e, j'en avais plein plus vieux que moi, que j'admirais, que je trouvais fantastique, que j'avais le goût de participer avec eux. Puis à toutes sortes de choses. C'est sûr aussi que mes frères et mes sœurs, surtout une sœur, entre autres, plus âgée, s'occupait de nous énormément, les plus jeunes. Elle d'ailleurs, elle a enseigné plus tard en première année, toute sa carrière d'enseignante, elle enseignait aux enfants de première année. Elle avait l'habitude. Elle avait l'habitude, mais elle aimait ça. C'est quelque chose qu'elle aimait vraiment beaucoup. Elle organisait plein de bricolage pour nous, tout le temps. Alors, on était vraiment... je sais pas, pour moi, l'enfance, c'est le plaisir qui se passe toujours quelque chose, le plaisir de l'étonnement de ce que les plus vieux peuvent inventer. Puis ça a été beaucoup comme ça, mais aussi, j'avais hâte d'être grande pour pouvoir faire des affaires comme eux autres faisaient aussi. Là. Ça développe de l'indépendance aussi, les grandes familles, parce que chacun doit avoir sa place et puis en fait, justement, s'organiser pour que tout tourne rond. Oui.
Oui, chacun doit avoir sa place. Puis aussi, mes parents, ils s'occupaient bien de nous, mais ils faisaient pas... ils ne nous trouvaient pas des activités à faire. C'est nous qui les... Entre nous, ou bien... alors, on s'occupait, on passait... mon enfance, c'est beaucoup aussi mes séjours au chalet. L'école finissait, on avait un chalet dans Charlevoix. On partait, dans ma tête, c'était le lendemain de l'école, on partait, on allait dans Charlevoix et on revenait la veille du début de l'école en septembre. Alors, la famille, c'est beaucoup aussi ces étés-là où est-ce que ma mère, elle s'enfermait dans le hangar pour écrire toute la journée. Oui, on va revenir sur la mère. Puis mon père partait travailler à Québec, il revenait seulement les fins de semaine. Alors nous, on avait toute la journée entière pour faire ce qu'on voulait. Dans la nature et dans la liberté. Et vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés pour préparer cette entrevue, vous m'aviez parlé du triangle d'or, Québec, école, chalet. Oui. Oui. Pour moi, mon enfance, c'est beaucoup ça. Puis même, je dirais plus Québec, famille, chalet, puis école. Je sais pas, énormément de souvenirs de mes jeunes années d'école. Je sais qu'au début, j'allais à l'école publique. Mm-hmm. Pendant 2 ans, j'ai été à l'école publique. Puis ensuite, je suis rentrée aux Ursulines de Québec et ça a été un choc total. Aussi, ma première dictée, j'ai eu moins 10 sur 100. C'était catastrophique. Mais c'était... en fait, je me suis adaptée assez rapidement, mais c'était plus rigide, c'est sûr. On avait l'uniforme et c'était beaucoup des sœurs qui nous enseignaient. Puis, j'ai des souvenirs, mais c'est vraiment plus la famille qui remplit mes souvenirs de bonheur d'enfance. En même temps, les Ursulines, c'est vrai que c'est comme une sorte de tradition aussi au Québec, et souvent pour les filles en plus. Oui, ma mère est allée là, ma grand-mère est allée là, ma tante allait là, mes sœurs sont toutes allées aux Ursulines. Parfois, quand on devient adulte, on est content de la rigidité qu'on a pu connaître dans l'enfance. Enfin, il ne faut pas que ça soit extrême, parce qu'effectivement, ça permet de se tenir debout. Oui. Et je voulais parler de votre mère, bien sûr, il y a votre fratrie, votre père qui subvient aux besoins de la maison. Oui. Et puis votre mère est une femme qui tient énormément de place, bien sûr, dans sa famille et dans votre vie, oui. qui était une écrivaine, vous l'avez dit, Monique Corriveau, qui écrivait beaucoup pour les jeunes, qui est notamment une série qui était très... qui était très célèbre dans les années 60-70, qui était la série des Monts-Corbier. Ça, les Monts-Corbier, ça n'a jamais été publié. Ah bon? Non, c'est resté en manuscrit. Alors moi, je dis que c'est célèbre, mais c'est pas... Non, mais c'était célèbre dans notre famille. Dans ma famille, c'était célèbre. Mais les livres qu'elle a écrits, il y avait la série de Max en planeur, il y avait Secret de Vanille. Elle écrit beaucoup d'histoires, je dirais presque un peu détective pour les enfants adolescents, l'adolescence. Elle a beaucoup écrit pour l'adolescence. Alors, vous m'aviez parlé bien sûr longuement de votre rapport à votre mère et aussi du fait qu'elle elle tenait à ce que chacun de ses enfants ait une activité et vous, c'était la danse. Parce que vous, tout de suite, vous avez su que vous vouliez danser. Vous m'avez dit, j'ai jamais rien voulu faire d'autre. Votre vocation était précoce. Et puis, c'est aussi votre façon de trouver votre place dans la famille. Oui, tout à fait. Dans la famille, vous êtes celle qui danse. Il n'y avait personne d'autre qui dansait dans ma famille, donc c'était spécial pour moi. Puis ça avait une certaine importance. Ça avait une certaine importance parce que, comme j'admirais tout le monde, je les trouvais vraiment extraordinaires, mes plus grands frères et sœurs. Là, j'avais quelque chose dans lequel je pouvais m'exprimer que juste moi, je faisais dans la famille. Puis je pense que j'ai eu besoin de ça. Puis pourquoi la danse? Je dansais dans le salon chez nous. Je ne sais pas pourquoi, je dansais dans le salon. Puis à un moment donné, j'ai pris des cours de danse et très jeune, j'ai dit, moi, quand je vais être grande, je vais être danseuse. Une canalisation d'une énergie aussi. Et les autres parlaient et vous étiez une enfant un peu plus timide, plus réservée. C'était une façon pour vous de vous exprimer différemment qu'avec la parole, dès le départ. Dans la sensation. Pour moi, ça a toujours été lié à la sensation. Et c'est comme si danser, c'est tellement lié à quelque chose intérieur c'est comme une âme qui parle, mais c'est vraiment le corps qui parle. Juste de bouger, juste de faire des exercices, ça a toujours été lié à cette sensation de pouvoir exprimer quelque chose qui est très vibrant à l'intérieur de moi. Oui, les émotions, les sensations. Oui. Malheureusement, votre maman est assez rapidement très malade.
Oui. Bon, un cancer généralisé, vous m'aviez parlé longuement, c'est très touchant d'ailleurs de ce rapport que vous aviez avec elle peut-être vers la fin, et qui là n'était pas lié à la danse, Non. mais justement était lié aux mots, à ses mots à elle, les mots qu'elle écrivait, et que vous couriez de l'école pour arriver assez vite, pour être seule avec elle et partager avec elle les feuillets qu'elle avait écrits pendant la journée. Oui, oui. Elle était couchée, c'est ça, elle était malade pendant à peu près au moins 1 an ou 2, elle alitait beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avais toujours lu ce qu'elle écrivait, j'avais tout lu ses romans et tout. Mais là, j'ai vraiment développé avec elle une relation par rapport à ses livres, par rapport à l'histoire, parce que elle avait la moitié de sa vie, c'était avec nous, sa famille, puis l'autre moitié, c'était dans ses livres. Puis vraiment, elle partait là-dedans, c'était un univers très, très, très réel pour elle. Là. Je suis bien placée pour le savoir. Ouais, c'est jamais très facile à vivre pour les enfants d'ailleurs. Oui, oui. Mais on respectait ça, puis moi, j'admirais ça. J'admirais qu'elle puisse faire ça toute la journée, puis qu'on devait respecter ça. On devait respecter que quand elle était dans sa chambre, elle écrivait, on ne pouvait pas la déranger. Puis elle venait, elle sortait faire les repas. C'était pas une grande cuisinière, là, puis elle lisait toujours en brassant, puis tout collait au fond. C'était vraiment pas une grande cuisinière. Est-ce que quand même, quelque part, c'est difficile de partager sa mère avec les personnages de ses romans? Surtout moi, si ce ça. sont d'autres enfants, les personnages des romans en plus. Oui, moi j'aimais ça parce que c'est surtout, bon, à la fin de sa vie, ces livres qu'elle écrivait, c'était justement les Montcorbier qui n'ont jamais été publiés. Donc, elle est partie dans cette saga. Elle savait bien qu'elle ne se rendrait pas à la publication. Alors, elle a voulu vraiment juste plonger là-dedans et aller le plus loin possible dans cette histoire-là. Vraiment, c'est 17 volumes, ça commence et elle les a terminés. Il n'y a juste pas eu la 2e et 3e écriture. Mais je sentais, j'étais la seule qui, en revenant de l'école, justement, je lançais mon sac d'école, j'allais dans sa chambre, je me couchais et elle me passait ce qu'elle avait écrit dans la journée. Et j'étais la seule qui faisait ça avec elle. Alors, pour moi, je partageais ça avec elle. C'était pas de partager les personnages avec ma mère, c'était vraiment d'avoir cette complicité-là. Puis, dans la création. Dans la création, et j'adorais ça. Puis elle continuait à écrire, puis moi, je lisais, tu sais, puis elle me posait même pas de questions, puis C'était ce lien unique à l'intérieur d'une famille où il y a 10 enfants. Oui. C'était un lien qui était spécifique et singulier. Oui. Et votre maman décède quand vous avez 13 ans. Oui. Et vous lui faites une demande particulière, peu de temps avant sa mort. Oui, bien comme j'avais partagé tous ces moments avec elle, j'étais quand même jeune, 13 ans, peut-être j'ai fait cette demande-là, j'avais probablement 12 ans, mais je lui ai demandé de me léguer tous ces manuscrits à sa mort. Puis je me souviens tout de suite, elle a réagi, mais elle a dit « mais oui, bien sûr ». Puis je me sentais un petit peu mal parce que je ne voulais pas rien demander, mais premièrement, je ne voulais pas qu'elle parte, je ne voulais pas qu'elle meure. Je me disais, c'est pas possible. Puis là, je me disais, au moins, je vais pouvoir regarder son écriture. Son écriture m'était tellement familière. Puis c'était une parce façon que bien sûr, elle écrivait à la main. Oui. Et en effet, c'est sûr, l'écriture est une présence physique, charnelle. Oui. Vous les avez, ces manuscrits? Je les ai gardés chez moi longtemps, puis à un moment donné, mon père a envoyé aux archives de Québec tous les manuscrits, parce que ma mère a beaucoup écrit des choses qui n'ont pas été publiées. Elle a écrit des pièces de théâtre, toutes sortes de choses. Elle a écrit des cahiers de famille, elle a écrit tout ce qu'elle a écrit et qui était manuscrit a été envoyé aux archives. Et il m'a demandé si je voulais les céder aux archives. Puis, évidemment, là, j'avais le même rapport émotif à ces manuscrits-là, mais je savais bien que c'était beaucoup mieux que ça soit aux archives et que ça soit bien conservé, surtout qu'elle faisait c'est comme du copier-coller là, avec l'ordinateur, mais elle faisait avec du papier collant. Oui. Donc, le papier collant, avec les années,
tous les petits morceaux, les petits collages tombaient partout. Là. Alors, aux archives, eux, ils s'occupent de tout ça et je savais que c'était... Mais comme écrivaine, je réagis, pourquoi ne pas avoir publié cette saga des Montcorbier, puisqu'elle l'a écrit jusqu'à la fin, peut-être qu'elle avait cette idée et qu'elle était complète. Ça aurait été une chose formidable, non? Je crois que pour elle, ça ne s'est pas rendu à une étape où est-ce qu'elle voulait le publier, parce qu'il y avait encore trop... Parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à les écrire assez rapidement pour arriver à la fin. Et mon père les a publiés juste pour nous autres. Toute la famille, on en a. D'accord. On en a. Il a fait des éditions, mais seulement pour nous. On sait que c'est là, mais c'est vrai que la qualité d'écriture aurait eu besoin de... Mais il y a des éditeurs pour ça aussi. Oui. Puis, mais je pense que c'était comme ça. Pour elle, à ce moment-là, c'était plus important d'être publiée, c'était important d'écrire ces livres, de vivre cette histoire-là jusqu'au bout. Alors justement, votre vie, à partir de cet événement bien sûr triste et tout à fait majeur, vous m'avez dit l'événement le plus important de votre vie et qui a déterminé le reste d'une certaine façon, vous réagissez par la danse et par la création que votre mère vous avait aussi sans doute inculqué. Elle était ce modèle du fait qu'on peut vivre de sa création. Oui. Même si ce n'est pas financièrement, peu importe, mais qu'on peut avoir cette passion. En 81, déjà, vous avez 15 ans en fait, en 81, et là, on vous propose de passer des auditions à Toronto. Oui. Ça ne marche pas. Non. En revanche, ça marche dès l'âge de 15 ans à Montréal, et là, vous partez à Montréal. Oui. C'est ça, quand ma mère est décédée à 13 ans, après ça, c'est quand même tristounet à la maison, là, pendant... Puis moi, je poursuivais mes cours de danse, et à ce moment-là, je devais en avoir presque tous les soirs. Moi, je ne suis plus tout à fait sûre, mais j'en avais plusieurs fois par semaine, et le samedi et tout ça. Puis je me rendais compte, et j'ai eu des professeurs à Québec qui m'ont vraiment beaucoup encouragée. Et c'est eux qui m'ont dit « Oh, tu devrais aller passer l'audition à Toronto ». Carla Weber, je m'en souviens, m'avait dit « Tu devrais aller passer l'audition à Toronto ». J'ai passé l'audition, ça n'a pas marché. Ensuite, Andrea Davidson m'avait dit « Bon, tu devrais essayer à Montréal ». Et là, ça a marché. Et je suis rentrée dans le programme à Pierre-Laporte, le programme de danse qui était affilié avec les Grands Ballets canadiens, avec l'École des Grands Ballets canadiens. Oui, mais donc ça veut dire que d'abord à Québec, il y avait une école de danse classique. Qui était liée au Grand Ballet canadien. Qui était elle-même liée au Grand Ballet. Oui. En 81, Pierre-Laporte était aussi lié. Donc on parle énormément, bien sûr aujourd'hui, vous-même vous êtes enseignante de l'enseignement de la danse. À votre avis, est-ce que déjà, dans le tout début des années 80, est-ce que c'était déjà organisé, assez organisé? Qu'est-ce que vous en diriez? Oui, je pense que c'était bien organisé. C'était Pierre-Laporte. Quand je suis arrivée à Pierre-Laporte, je suis arrivée en secondaire 5, mais le programme avait déjà été enclenché pour les gens qui étaient de mon âge, mais qui avaient commencé en secondaire 1. Alors, c'était vraiment bien établi. C'était sérieux. On travaillait très fort à l'intérieur du cadre pédagogique avec français, maths et tout ça. Et je pense que le niveau était bien poussé. C'était pas... moi, j'ai pas trouvé ça facile cette année-là, là-bas. Puis aussi, à Québec, avant, je dirais, j'ai eu des très bons professeurs et la structure de l'école, c'était sérieux, c'était bien organisé, oui. Mais en fait aujourd'hui, on a moins de formation classique. Là, c'était une formation classique qui était donc de haut niveau parce que c'était... Mais je ne connaissais pas d'autres choses. C'est ça. Vous, votre formation, c'est celle du classique et jusqu'à ce moment-là, vous ne connaissez rien d'autre, en fait. Non. Je me suis trompée, c'est pas 81 parce qu'en 80, vous avez 19 ans. Donc, c'est 4 ans auparavant, mais enfin, c'est bien à l'âge de 15 ans. Et de ces années-là, de 15 ans à 19 ans, il y a toujours cette formation classique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une complète déconnexion entre l'école de ballet et les grands ballets, et la compagnie des grands ballets, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a perdu cette qualité d'enseignement de la danse classique aujourd'hui? Je ne crois pas qu'on l'ait perdu partout.
Peut-être qu'à Montréal, il y a eu tellement de changements, justement, avec l'école. Je sais qu'il y a eu des bouleversements, il y a des périodes très difficiles. Ça s'est donc un peu éparpillé, mais je pense que c'est comme un passage aussi. Et il y a d'autres façons maintenant de s'entraîner ou de se former pour devenir danseur. Et c'est plus comme... je me souviens, à Québec, il y avait l'école de Danse Partout. Il y avait Danse Partout, ils donnaient des cours, mais c'était à peine, c'était pas beaucoup. Et maintenant, c'est tellement... Bon, il y a par exemple l'AMI, l'UQAM, qui enseignent des programmes. L'entraînement classique a une grande rigidité. Et il peut apporter quelque chose de très, très, très bien. Mais c'est plus la seule façon d'accéder à une carrière de danseur. Ah oui, ça fait très longtemps, mais déjà, Ouais. d'ailleurs, on parle des années, fin des années 70, début 80, c'est le début aussi des grandes compagnies comme la Place Royale, Oui. qui vont, enfin, entre autres, qui vont donner la danse contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. Vous n'étiez pas encore en relation avec le contemporain, vous étiez encore dans le classique. Oui, mais là, je commençais à avoir des spectacles de danse contemporaine. Je m'en souviens d'avoir vu quelques-uns et d'avoir été impressionnée, mais pour moi, c'était du classique que je voulais faire. Puis je crois que je voulais faire du classique aussi parce que je n'étais pas très, très bonne. Puis Sur le plan technique. Sur le plan technique. Puis c'était comme, je vais y arriver, il fallait, je pouvais pas abandonner ça. Je me disais, en travaillant, je vais pouvoir y arriver parce que je le veux. Et... Mais votre force à vous, c'était l'expressivité, l'interprétation. Parce que quand même, pour qu'on vous choisisse, il fallait certainement que vous ayez de grandes qualités. Bien, je pense que oui, c'était peut-être l'expressivité ou je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais surtout mes faiblesses techniques. Mais je me souviens de Mme Chériev, qui, à l'école des Grands Ballets, me disait toujours « Ah, Sophie, tu devrais faire... Elle me donnait toujours les rôles de danse moderne, tout ça. Puis, j'aimais ça parce que j'aimais les danser. Mais j'étais un petit peu insultée aussi parce que je me disais « Ah, j'ai ces rôles-là parce que je suis... » C'est une manière de dire que vous étiez moins bonne techniquement. Moi, je le prenais peut-être comme ça, mais maintenant, je réalise qu'elle voyait quelque chose en moi et qu'elle avait raison. Oui. Qu'elle avait raison. Ouais. On va regarder le premier extrait, qui n'est pas un extrait de cette époque-là. Là, on est arrivé en 81. C'est un extrait de 1990, donc à l'époque où vous êtes danseuse à Montréal Danse. Ouais. Mais on voit tout de suite dans cet extrait-là, Vestige, la formation classique qui est derrière. On ne pourrait pas danser comme on va vous voir danser s'il n'y avait pas une formation classique derrière. Ouais. Est-ce que pour vous, justement, ce besoin, tout ce que vous avez décrit comme étant votre relation à l'émotion, à la sensation, est-ce que ça se développe plus grâce et dans la danse contemporaine, justement, plus que dans la danse classique? Pour moi, oui. Oui, je pense que la danse contemporaine, pour moi, ça a été une grande ouverture, une liberté. Ça a été comme vraiment une découverte. Même dans la première année de la première compagnie dans laquelle j'étais, où est-ce que finalement on faisait et de la danse moderne, contemporaine et du classique. C'était vraiment dans la danse contemporaine que je m'épanouissais, puis que là, j'avais vraiment l'impression de pouvoir, de pouvoir aller toucher ce qui m'importait de toucher en dansant.
en 82, c'est là vraiment que commence votre carrière professionnelle. Vous rentrez au ballet d'Ottawa et vous allez y rester quand même jusqu'en 87. Oui, bien, j'ai fait une petite compagnie qui s'appelait Ottawa Dance Center pendant quelques mois. Puis ça, on faisait des spectacles dans les écoles. Ah oui? D'accord. Puis c'était vraiment des spectacles pour les enfants dans les écoles. Je suis restée là. Et là, j'ai été en contact avec les gens de Theatre Ballet of Canada, qui était le directeur artistique était Lawrence Gradus. Et la répétitrice, Marjorie Lambert, c'était une femme qui m'a beaucoup marquée. Et là, je suis rentrée comme apprentie avec eux. Et bon, c'était évidemment c'était professionnel, une compagnie professionnelle. Puis j'étais vraiment très, très heureuse d'avoir une place là. Vous arrivez, vous avez même pas 20 ans, vous avez 20 ans, 82. J'avais 19 ans quand j'ai commencé. Effectivement. À danser, oui. Et puis, vous vous engagez dans cette carrière-là pour danser du ballet classique. On va voir un deuxième extrait qui, lui aussi, parce que les extraits, on n'a pas d'extrait des années 80. Donc, le prochain extrait est un extrait d'une pièce solo que vous dansez pour Sylvain Aimard, où on voit aussi la formation classique qui est derrière, et en même temps toute cette qualité d'expressivité et d'interprétation. Donc, la fusion vraiment entre votre formation et votre formation classique et votre interprétation. Alors, quand vous êtes donc à ce National Ballet of Canada à Ottawa, vous dansez une pièce contemporaine, en fait, pour Paul-André Fortier. Oui. Et ça vous donne la piqûre. Oui, en fait, je suis restée là, je pense, 5 ans à Ottawa. Oui, de et 82 à 87. La dernière année, Paul-André est venu monter une pièce pour la compagnie là-bas. On travaillait toujours avec des gens en contemporain et des gens en classique. On faisait toujours un mélange des deux. Mais Paul-André est venu, il a monté une pièce. Et là, j'ai fait, c'est ça que je veux faire. C'était tellement clair. C'était, j'aimais la pièce, j'aimais l'homme, ça m'a tellement allumée. Puis je me suis dit, il faut que j'aille là. Il fallait que. Puis je savais aussi, j'avais été assez longtemps dans la compagnie à Ottawa. Il fallait que je change, ça, c'était clair. Puis là, je me découvrais, là, je disais, oui, c'est du contemporain, je veux faire. Là c'était clair. Ouais. Au point que vous suivez, entre guillemets, la trace de Paul-André Fortier, parce qu'en 88, donc, vous arrivez à Montréal et vous entrez dans la compagnie Montréal Danse. Oui. En fait, vous imaginez le rejoindre. Oui. Et en fait, lui, il est parti. Il part cette année-là. Oui. Mais j'ai quand même dansé plusieurs de ses pièces qui ont été reprises dans le répertoire. Quand même plusieurs, je dirais au moins 4-5 de ses pièces. J'étais très heureuse. J'aurais aimé qu'il reste, puis pouvoir faire une création avec lui. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais j'ai quand même, avec Montréal Danse, c'était tout un changement aussi. C'était Montréal, où est-ce que j'avais étudié, mais où est-ce que j'avais jamais dansé. Ben oui. Et quand j'avais étudié à Montréal, j'étais dans l'univers du ballet. Je ne connaissais pas du tout l'univers du contemporain. Quand je suis revenue, c'était pour autre chose complètement. Fait que c'était Montréal, c'était l'effervescence de la danse contemporaine à Montréal. C'était fantastique. Puis Montréal Danse, ça a été aussi découverte de plein de monde. Là. Ça a été vraiment... comme façon de commencer à Montréal, ça a été parfait pour moi. Mais oui, c'est 1988. Vous allez rester à Montréal Danse jusqu'en 1993. Ça, c'est vraiment les années
où la danse contemporaine québécoise a explosé aussi. Parce que là, on avait les pionniers du début des années 80, et puis là, on est rentré dans la deuxième génération, dont notamment Daniel Desnoyers, Catherine Tardif, et que vous allez retrouver, et on va vous voir danser dans des extraits après. Et puis vous dites, c'est formidable, mais c'est aussi le fait d'être dans une compagnie comme Montréal Danse, où les danseurs sont des instruments, justement, comme on disait tout à l'heure, pour qu'un chorégraphe puisse venir écrire son propre vocabulaire chorégraphique, développé à travers des instruments parfaits que sont les danseurs. Vous avez aimé ça? C'était différent d'être d'une compagnie classique à une compagnie contemporaine. Quelles étaient les différences? Mais pour moi, c'était un petit peu une continuité. Ça se transformait quand même, mais parce qu'à Ottawa, on faisait des courtes pièces pour faire un programme de soirée et très diverses dans une soirée. Fait que ça, c'était la formule que je connaissais beaucoup, beaucoup. Quand je suis arrivée à Montréal Danse, c'était aussi ça. On avait plusieurs courtes pièces, bien, pas nécessairement courtes, là, mais donc, c'était pour une soirée, on pouvait avoir 2 ou 3 ou 4 chorégraphes. Il y a eu toutes sortes de... Fait que pour moi, c'était un peu le même processus qui faisait que tu rencontrais différentes personnes et tu dansais ces 2 ou 3 œuvres-là. Il y a eu Natsu Nakajima, elle, qui est venue, puis elle a fait une pièce entière. Puis après ça, c'est pour ça aussi que j'ai eu le goût de partir de Montréal Danse pour aller, parce que je voyais tout ce qui se passait autour, puis je voyais les œuvres, en particulier de Daniel Desnoyers, qui faisait toute une soirée. Puis là, je me disais, c'est là, j'étais rendue, c'est ça que je voulais faire, c'est ce dont j'avais le goût, d'aller profondément dans une œuvre et aussi aller profondément travailler avec un chorégraphe. Qui te choisit, que tu choisis, il y a ça qui se passe. Justement, alors on va regarder l'extrait. Vous avez beaucoup dansé pour Daniel. Justement, si je comprends bien ce que vous me dites du développement de votre carrière et de votre cheminement, c'est ça, c'est ce goût d'aller de plus en plus profond, mais aussi d'avoir une relation de plus en plus intense et impliquée. Parce que vous avez besoin de vous impliquer en passant d'une compagnie où on est un élément parmi d'autres au fait d'avoir une relation beaucoup plus privilégié avec un chorégraphe. Oui. Et avec plusieurs créations avec Daniel Desnoyers, on est vraiment, je pense qu'on est allé loin ensemble dans cette collaboration-là. Comment vous faites, Sophie Corriveau, pour rentrer dans l'univers d'un chorégraphe comme ça? Est-ce que c'est des affinités qui sont d'abord des affinités personnelles, intimes, ou artistiques ou chorégraphiques? Qu'est-ce qui prime? Je dirais que toutes les situations sont différentes. C'est sûr que quand j'ai déjà travaillé avec quelqu'un que je retravaille, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais je pense qu'il y a toujours une période, pour moi, la période du début dans une rencontre avec quelqu'un, c'est un peu de silence, c'est un peu de laisser voir qu'est-ce qui va émerger et d'essayer d'y aller tranquillement pour que ce qui va sortir de moi dans l'œuvre proposée, dans les choses proposées, que ça soit vraiment ancré à l'intérieur de moi dans cet univers-là et pas juste comme... pas brusquer ça, pas brusquer les rencontres. Même que je connaisse ou que je sois plus ou moins d'affinité, ça va varier avec chaque personne, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre cette connexion-là avec le ou la chorégraphe, avec sa gestuelle, avec les improvisations qu'on va faire.
Puis vraiment, là, de trouver, ah, là, j'ai un filon, OK, puis ça part comme ça et ça se développe comme ça. Ben, en même temps, c'est encore un saut dans le vide que vous avez fait, puis là, vous l'avez provoqué vous-même, parce que vous êtes partie de Montréal Danse, parce que quand on dit, bon, elle devient danseuse indépendante, on se dit, oh là là, elle va avoir des problèmes d'argent. On pense tout de suite à ça. Est-ce que c'est le cas? C'est quand même une mise en danger par rapport à la sécurité qu'on a d'être dans une compagnie. Est-ce que vous avez connu ça ou non? Ben, je me suis jamais... Là, je me suis jamais préoccupée en faisant des changements comme ça. Je me suis pas préoccupée de savoir si j'allais pouvoir vivre de ça. Je me suis toujours dit, il faut que je le fasse. Oui. Mais j'ai été chanceuse parce que j'avais du travail. J'ai travaillé pour Daniel, mais en même temps, quand il y avait des trous, je travaillais pour d'autres personnes. Ben oui. Alors, je pouvais accumuler comme ça et vivre de ça, mais c'était pas pour pouvoir en vivre, c'était pour pouvoir vivre ces choses-là. Puis aussi, à un moment donné, j'ai commencé à enseigner. Ben c'est ça, vous êtes... Et ça, c'est vraiment merveilleux pour ça parce que c'est un autre métier complètement. Puis je savais pas si j'allais être bonne, si j'allais aimer ça, faire ça. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est vraiment enseigner maintenant, puis enseigner il y a 10 ans, pour moi, il y a eu une évolution, là. Mais précisément, ma question, c'était celle-là. Après, on va regarder un extrait de Catherine Tardif. La question, c'est qu'est-ce que le fait d'être devenue enseignante a changé dans votre façon d'interpréter? Comment, en fait, ça influence? Comment l'un et l'autre influencent l'un et l'autre? Je pense qu'enseigner, pour moi, fait partie aussi d'évoluer, de vieillir. Et je crois que être en contact avec des gens et d'avoir toujours à parler, de faire des gaffes. Des fois, en enseignant, j'ai fait des mauvais pas ou bien de faire des bons pas. Et c'est pas la satisfaction, mais le retour de quand on sent qu'on apporte quelque chose, mais qui n'est pas juste pour nous, qui est vraiment pour passer. Pour moi, c'est une étape très importante parce que quand même, danser, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on veut généreux, mais il y a un certain égoïsme là-dedans parce que c'est nos sensations, c'est notre... Puis c'est sûr qu'on veut on veut communiquer tout ça. Mais enseigner, je trouve que ça fait partie de la maturité, de l'évolution, de pouvoir passer à d'autres, pouvoir écouter l'autre aussi. Puis écoute, j'apprends énormément sur les autres et sur moi en enseignant tout le temps. D'autre part, quand on regardait justement Catherine Tardif, bon, entre autres chorégraphes, c'est une chorégraphe qui travaille beaucoup sur l'improvisation, comme vous l'avez dit. Oui. Qu'est-ce qui appartient aux chorégraphes ou aux danseurs, alors que
on fait tellement d'improvisation. En fait, finalement, c'est la création du danseur que ensuite le chorégraphe va reprendre ou va garder. Ouais. C'est une question un peu ambiguë aussi, non? Ben, pour moi, ça a toujours été clair qu'improviser pour un chorégraphe, je ne suis pas en train de chorégraphier pour lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que de se faire vraiment éveiller aux improvisations, c'est quelque chose, improviser, c'est quelque chose de merveilleux à vivre, à faire, c'est passionnant. Et chorégraphier, pour moi, le chorégraphe va aller prendre ces choses-là et c'est son imaginaire qui va faire un lien, qui va faire une histoire. Pour moi, c'est lui le chorégraphe. À l'intérieur de ça, même si les improvisations partent de moi, c'est la connexion de notre univers, donc l'habilité du chorégraphe à pouvoir connecter avec moi pour pouvoir me faire sortir des improvisations qui vont pouvoir nourrir la pièce. Je ne m'approprie pas ces improvisations-là, mais je les adore, j'adore ces processus-là. Mais lui s'approprie votre matériel. Oui, ben moi je trouve ça parfait, parce que je trouve que c'est une façon de travailler qui est très, très riche. Si on tient chacun notre petite couverte, ben je trouve que ça ouvre encore plus loin, parce que je crois que on peut amener les chorégraphes aussi même plus loin en étant vraiment connectés avec eux et qu'ils se servent de ça. Moi, je ne vois aucun problème, vraiment. En fait, vous avez donc commencé votre carrière d'interprète indépendante et d'enseignante à 30 ans et dans la trentaine. Et ensuite, vous êtes devenue aussi répétitrice, là, dans la manière dont vous disiez remonter des pièces. Transmettre aussi, il y a tout ça dans le travail de répétitrice. Et on ne parle pas assez de qu'est-ce que ça veut vraiment dire être répétitrice. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle est la spécificité de ce rôle-là? Ce rôle-là, pour moi, c'est vraiment un lien, être aux côtés d'un ou d'une chorégraphe et être aux côtés des interprètes. Et pour moi, c'est le lien, c'est de pouvoir écouter le chorégraphe, pouvoir aider ou pouvoir proposer des choses aussi. C'est pouvoir transmettre et me servir des outils que j'ai, soit techniques, soit d'interprétation, pour amener les interprètes à donner le meilleur d'eux-mêmes et à continuer d'évoluer comme interprète. C'est un travail qui est parfois délicat aussi, parce qu'on n'est ni chorégraphe, on n'est ni interprète, on est parfois coincé dans toutes sortes de choses. C'est quelque chose, je trouve, puis chaque situation est différente aussi, évidemment, mais je pense que ça prend une délicatesse, ça prend beaucoup, beaucoup d'écoute, puis ça prend aussi de tenir son bout. Quand on croit à quelque chose, on a cette place-là, puis c'est à nous d'aller chercher chez l'interprète ou appuyer le chorégraphe pour vraiment... Oui. En fait, il n'y aurait pas de pièce sans répétiteur, parce que tous les grands chorégraphes, même internationaux, bien sûr des gens qui vont remonter les pièces, etc. Et pourtant, c'est un travail ingrat à cause de cette... Est-ce que c'est un travail ingrat à cause de cette délicatesse et du fait d'être un maillon essentiel, mais... vraiment très subtil. Oui. Mais il y a des gens qui ont vraiment des vocations pour être répétiteurs ou répétitrices. Et je pense, pour moi, répétiteur, répétitrice, de plus en plus, ça s'apparente au rôle de dramaturge. Quand je suis répétitrice, j'ai l'impression de... C'est un terme différent, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Et il peut y avoir quelque chose de très satisfaisant là-dedans, parce qu'on réfléchit, parce qu'on est allumé par tout ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est de faire ça et d'autres choses. Oui. J'adore de toucher à toutes sortes de choses, puis faire que le collage de où est-ce que je suis rendue à l'âge où je suis, je fais le collage de toutes mes expériences. C'est ça qui est ma vie de danse en ce moment. Ce qu'on peut dire de vous depuis presque 30 ans, parce que vous arrivez à... En fait, vous arrivez à l'âge qu'avait votre maman quand elle est morte, en fait. Oui.
l'année prochaine, Oui. à la fin de la quarantaine. Et on peut dire que depuis 30 ans, vous avez comme développé les branches d'un même arbre. C'est parce que c'est ça que je voyais, de la danse classique à la danse contemporaine, à interprète de compagnie classique, interprète de compagnie contemporaine, puis danseuse indépendante pour différents chorégraphes, enseignante, répétitrice, tout ce cheminement-là, toute cette expérience extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette expérience quand, malheureusement, on n'utilise pas assez les danseurs matures? Oui. Bien, bon, les danseurs matures, il se passe toutes sortes de choses aussi. Il y a des blessures qui se passent. Moi, je suis très chanceuse, je n'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nature, hein, qui fait que les danseurs, à un moment donné, vont développer d'autres intérêts, vont vouloir d'autres choses. Et puis, il y en a d'autres qui veulent poursuivre. Et pour ceux qui veulent poursuivre, qui ont toujours cette même flamme, c'est pas toujours évident. C'est pas des contextes qu'on peut forcer. On peut pas forcer quelqu'un à nous engager. Ça, c'est clair. Et Jean-Pierre Perrault, il faisait danser beaucoup des danseurs plus matures et tout ça. Oui. Et c'était comme ça pour lui. Il y avait cet attrait de cette maturité-là, bien qu'il y ait aussi des très jeunes qui dansaient pour lui. Et bon, je trouve qu'il n'y en a pas énormément de chorégraphes qui pensent. Oui, puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer, ça doit se faire naturellement. Il va peut-être arriver où est-ce qu'il va y avoir un projet, tout à coup, quelqu'un va dire « Ah, mais j'ai le goût de mêler les générations, j'ai le goût… » Mais il faut que ça soit spontané. Oui. Et il faut Et puis moi, dans mon cas, c'est sûr que j'ai encore envie de danser. Pour moi, danser, c'est essentiel. C'est toujours ce que c'était quand vous aviez 8 ans. Oui, c'est essentiel. Je réalise vraiment bien que je danse plus autant, mais je fais d'autres choses aussi. J'enseigne, je suis répétitrice et j'adore ce collage-là, mais je veux continuer à danser. Et c'est soit que les occasions se présentent, soit que je vais les faire naître, ces occasions-là, de différentes façons. Là, il y a le spectacle de la semaine prochaine. C'est une façon, mais il y a aussi d'autres façons de partir des projets, de faire comme les jeunes font quand ils débarquent de l'école. Bien, il faut… En fait, Louise Le Cavalier, elle a pensé à faire la même chose, parce que bien sûr, il y a les grandes exceptions qui confirment une règle générale, qu'on n'utilise pas suffisamment les danseurs matures, puis il y a les grands exemples. Il y a vous, bien sûr, il y a Louise, il y a Daniel Soulière. En Europe, il y a des compagnies qui sont créées pour faire danser les danseurs qui sont à la retraite, mais à la retraite à 45 ans, donc beaucoup d'avenir. Et là, entre autres, Louise Le Cavalier, elle aussi, comme vous, mais elle a créé carrément sa compagnie pour ça, finalement s'en va initier les projets. Et vous, c'est ce que vous avez fait, c'est une nouvelle branche dans cet arbre qui a développé beaucoup de branches au cours des 30 dernières années dans votre cheminement. Vous avez donc, là maintenant, vous êtes chorégraphe avec votre solo, Jusqu'au silence. On va regarder les extraits. Les 2 extraits se suivent. Ce sont des extraits d'abord de l'animation qui est faite par votre frère Thomas Corriveau, puis ensuite un extrait de vous en solo. Alors, cette aventure-là, racontez-la moi, c'est une aventure tout à fait unique, bien sûr, qui a été suscitée par le volet trace interprète de densité, mais quand même, vous y avez répondu avec enthousiasme et en famille. Oui. Bien, il y a différentes choses là-dedans. Premièrement, ça fait longtemps que j'ai un désir de création, un désir de prendre en charge tous les paramètres d'un spectacle, puis d'inventer le spectacle. Ça fait longtemps, mais je n'avais pas de temps pour faire ça non plus. C'est comme un peu pour écrire. C'est comme, ça serait vraiment le fun d'essayer, mais là, il y a des choses qui se passaient toujours. Et là, j'avais vraiment envie de me lancer dans ce défi-là. Pourquoi? Avec mon frère est artiste visuel. Donc, dans la famille, on est les 2 artistes de la famille. Et ça faisait pas mal de temps aussi qu'on se disait, ça serait bien de faire quelque chose ensemble, de voir comment on peut lier nos univers. Mais bon, ça restait comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de partir ce projet-là. J'ai été voir Daniel Soulière qui m'a ouvert la porte.
et tout. Et là, bon, c'est parti. Et moi, je trouve ça fantastique. Juste ce processus-là est fantastique pour moi. Puis, je m'appelle pas, c'est pas parce que je fais ça que tout à coup, pour moi, je me mets pas le titre de chorégraphe. J'ai envie de vivre ça et je le fais. Mais vous avez fait un travail chorégraphique là, et on verra. C'est ça. Après, on verra. On verra. Mais vraiment, de vivre tout ça, là, tout ça, c'est assez... D'être effectivement la maîtrise globale. Oui. Il y a quelque chose aussi de très émouvant, bien sûr, dans ce projet-là, Jusqu'au silence, parce que c'est un peu revenir au début, pour clore cette entrevue, et revenir au début de l'entrevue avec votre maman. Oui. D'abord, votre père est décédé en 2011, à l'âge de 84 ans. Vous vous étiez beaucoup rapproché de lui. Oui. Et puis, vous avez, en fait, à la base de cette chorégraphie, il y a vos écrits, mais il y a aussi ceux de votre mère. Oui. Alors, quand on parlait tout à l'heure des traces, justement, et de l'écriture et de l'importance de l'écriture, c'est comme si votre écriture, là, était venue rejoindre celle de votre mère pour créer cette pièce. Alors, qu'est-ce que c'est, ces cahiers de famille qui étaient en fait ceux de votre maman? Oui, c'est des bijoux, c'est extraordinaire ces cahiers. Ma mère, tout le long de notre enfance, elle écrivait des petites notes, des petits mots drôles qu'on disait, des réflexions, elle collait des dessins, des petits mots qu'on laissait, plein de fautes d'orthographe, toutes sortes de choses. Il y en avait de toutes les couleurs, ou elle prenait un article qui l'avait intéressé dans le journal, elle le collait. C'était des cahiers comme ça, mais il y avait tellement de choses collées qui étaient rendues larges comme ça. Plein de textes. Et quand on relit tous ces petits mots sur nous, elle va dire, ma sœur, tout le monde lui disait qu'elle était une tête de mule. Fait que là, le matin, elle va voir ma mère et elle lui dit, mets mon chapeau sur ma tête de mule. T'sais. Puis tous ces petits mots fins d'enfant se retrouvent tous là-dedans. Fait que pour moi, de fouiller, c'est toujours un grand plaisir. Puis, ça, vous l'avez gardé, vous ne l'avez pas donné aux archives. Ça, c'est les archives de la famille. Ça, mon père a tout recopié. Il a fait un travail immense, il a tout recopié et les cahiers de famille sont aux archives aussi. Mais il a photocopié les dessins, les petits mots. Il a fait un travail de moine pour... un travail de moine, pour tous ces retrouver sa vocation, moins pour la famille. Ouais. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une source... c'est vraiment pas seulement une source d'information, c'est une source d'amour, en fait. Oui, tout à fait. Puis la mort de ma mère a été un événement tellement grand dans ma vie. Puis je pense qu'il y avait ces cahiers, cette écriture, mais c'est la sensation. C'est vraiment, je pense, ce sur quoi j'ai parti le spectacle, c'est juste la sensation de ce vertige-là, de la douleur, et comment cette sensation-là se transforme. Fait que pour moi, il y a ma mère, il y a mon frère, il y a cette sensation-là, il y a l'écriture. Il y a votre conjoint. Il y a mon conjoint qui fait les éclairages. Mais j'ai une équipe aussi vraiment fantastique avec qui je peux parler, échanger. C'est extrêmement dynamique, extrêmement riche. Martin Fauché, Catherine Tardif, Michel F-Côté, c'est vraiment... Angelo, je suis vraiment... C'est un beau voyage, c'est vraiment un beau voyage. C'est aussi une famille, c'est ça aussi, cette boucle qui se boucle, une grande famille aussi, de retrouver des membres de votre propre famille. Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine façon, que votre maman est avec vous aussi sur scène? C'est une façon de la rendre présente aussi à vos côtés? Oui. Je pense que c'est une façon pour moi de lui rendre hommage, mais c'est pas seulement ça non plus, c'est de voir comment les individus sont bâtis des épreuves, des douleurs, des joies. Et c'est aussi une façon et comment ce qui t'est arrivé dans ta vie te construit, puis comment ton imaginaire peut déraper à partir de ces constructions-là. Prendre des petits chemins, des détours.
et comment on peut être libre aussi dans tout ça. J'étais très frappée par le titre de votre pièce, Jusqu'au silence, parce que l'écriture c'est du silence et une personne écrit seule et en silence, une autre à l'autre bout lit seule et en silence, et la danse c'est du silence, en musique aussi, mais c'est aussi, en fait c'est de la communion. Il y a toute cette communion qui se passait de votre mère, votre père aussi, qui a fait le lien, parce que sans lui, finalement, ces carnets ne seraient pas là. Ouais. C'est comme d'avoir réussi comme ça à faire une communion qui est celle de la réunion de tout le monde pour les mettre tous sur scène. Oui, puis Jusqu'au silence, pour moi, c'est juste aussi un apaisement, quelque chose pour retourner peut-être dans le tourment, mais il y a quelque chose d'avoir bousculé des choses, d'avoir joué avec des émotions, avec des images et tout ça, pour arriver jusqu'à un apaisement, un silence, pour laisser la réverbération agir. Ouais. Ben, je vous remercie infiniment pour ce joli voyage fait en votre compagnie au cours des presque 30 et quelques années, 30 en tout cas de cheminement presque professionnel, mais de cheminement professionnel. Et j'ai très très hâte de venir voir votre pièce la semaine prochaine. Ça commence mercredi prochain. Oui, c'est ça. Donc le 12 octobre à l'Agora de la danse. Merci beaucoup, Sophie Corriveau. Bonne soirée.